Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la bibliothèque José Cabanis. On est ravis de vous voir aussi nombreux et surtout nombreuses. Apparemment, c'est habituel. Juste un petit mot pour vous dire que cette rencontre, alors qu'on est ravis évidemment de recevoir Christelle Dabos et Arnaud Vessade qui va faire la modération. Juste un petit mot pour vous dire que cette rencontre se situe dans le cadre de notre saison sur les imaginaires, qui connaît différents volets. Il y a eu un premier volet au premier semestre, enfin on va dire entre septembre et novembre. Et là, on est dans le deuxième volet qui traite de la fantaisie et du merveilleux. Donc on a plein d'événements dans cette couleur, dans cette littéraire. Notamment, je pense à demain, où il y a un concert Légendary, ici même à 16h, sur les contes d'Arles, les légendes d'Arles. Donc c'est un trio autour de Henri Maquet, un artiste important là-bas. Donc voilà, juste pour vous dire qu'il y a d'autres événements, mais que pour l'heure. Donc je donne la parole à Arnaud. Bonne rencontre. Vous pouvez dédicacer rapidement si vous avez vos exemplaires à la fin, je pense. Et voilà, à vous, bonne rencontre. Très bon public, vous applaudissez déjà, merci. Ça commence bien. Merci Santiago pour la présentation de la saison culturelle. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus ce matin. Donc nous recevons ce matin, comme l'a dit Santiago, dans le cadre de notre saison Les Imaginaires, Christelle Dabos. Merci Christelle d'être venue avec nous ce matin pour cette rencontre. Je pense, sans trop vouloir m'avancer, que celles et ceux qui sont là ce matin, vous connaissez déjà Christelle. Pour ceux parmi vous qui la découvriraient ce matin au cours de cette rencontre, je vais quand même dire quelques mots sur Christelle pour la présenter. Et juste peut-être pour préciser quelques aspects pratiques de la rencontre, puisqu'on a eu des questions dans la salle d'attente, dans la file d'attente plutôt. Comme disait Santiago, pour celles et ceux qui voudraient faire dédicacer un livre à la fin de la rencontre, c'est possible. Par contre, Christelle, il y a un autre engagement cet après-midi dans Toulouse, ça sera assez rapide et ça sera une dédicace simple. Donc c'est possible, donc vous pouvez rester à la fin, mais il faudra bien tenir compte de cette contrainte de temps pour Christelle qui continue son parcours cet après-midi. Pour tout ce qui est des questions, parce que je pense que certains d'entre vous auront des questions au cours de la rencontre, vous pouvez lever la main au cours de l'entretien. Il y a un micro qui va circuler dans la salle, donc si vous avez des questions à poser ou des précisions à demander, n'hésitez pas à le faire en cours de rencontre. On pourra vous donner la parole et s'interrompre pour laisser la question. Il n'y a pas de souci. C'est bon pour tout le monde ? Donc, présentation très rapide parce que j'ai bien compris que Christelle n'est pas une inconnue pour vous. Donc Christelle, vous êtes née sur la Côte d'Azur dans une famille plutôt musicienne. Vous êtes en Belgique depuis 2005, si j'ai bien retenu. Et vous avez fait une entrée assez remarquée du coup dans le monde des littératures de l'imaginaire puisque vous avez remporté le prix Télérama RTL Gallimard du premier roman jeunesse avec Les Fiancés de l'hiver qui deviendra le premier tome de la série La Passe Miroir pour le coup. La série finit de paraître en 2019, si mes souvenirs sont bons, avec le dernier tome. Ensuite, en 2022, vous faites paraître un essai donc, aux éditions Le Robert, qui était assez original, dans le cadre d'une série dédiée aux paroles d'écrivains, qui s'appelle « Et l'imagination prend feu », donc là plutôt dédiée à tout ce qui est processus d'écriture, écriture, etc. Retour à la fiction en 2023, avec Ici et seulement ici. Un roman assez différent de La Passe Miroir, puisque c'est un roman choral qui se passe dans un cadre plutôt réaliste, qui est celui du collège, en l'occurrence. Et vous arrivez aujourd'hui avec une belle actualité, puisque en novembre est paru votre dernier roman, Nous. Et vous nous en parlerez un peu plus tout à l'heure, j'imagine. Alors pour commencer peut-être rapidement, même si je pense que tout le monde connaît bien la Passe Miroir maintenant, La Passe Miroir c'est devenu une série en 4 tomes. Moi ma première question c'est lorsque vous remportez le concours Gallimard, est-ce que c'était déjà quelque chose qui était prévu sur le long cours en plusieurs tomes ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est travaillé, qui a été fait au fur et à mesure de l'écriture ? Alors, déjà bonjour. Est-ce que ça va, tout le monde m'entend bien ? Ah bah parfait. Oui, là, à ce moment-là, en 2012, je savais qu'il y aurait 4 tomes parce que j'avais déjà écrit les 4 tomes entièrement. Sauf que j'ai décidé de tout recommencer depuis le début et que je n'ai pas gardé une seule phrase.
parce que sinon ce serait trop facile. Donc non, en fait, j'avais pour ainsi dire terminé déjà la série de la passe miroir, mais je me suis dit non, c'est pas l'histoire que j'avais envie de raconter. Et je me suis dit non, j'ai fait vraiment une fausse route et je me suis dit je reprends tout depuis le début. Mais j'ai été tentée de n'en faire qu'une trilogie lorsque j'ai été publiée et que j'ai commencé à voir ce que c'était que d'avoir une petite pression éditoriale et voilà, le fait d'être publié, d'avoir l'attente des lecteurs qui ont dit ben voilà, premier tome, on l'a bien aimé, maintenant on espère que la suite sera encore mieux. Voilà. Donc je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne gérais pas très bien la pression et les attentes des autres. Donc je me suis dit peut-être que je pourrais en faire une trilogie, comme ça ce sera plus vite terminé pour moi. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence que déjà, ainsi, je pense qu'on se rend compte que les 4 tomes, ils sont bien denses, donc 3, ça aurait été juste de la folie. Et est-ce qu'il y a eu un dialogue avec l'éditeur sur cette question des 3 tomes, 4 tomes, ou est-ce que vraiment vous avez eu un quartier libre pour définir la longueur de la série ? Ah non, ils m'ont vraiment complètement... J'avais carte blanche. Alors là, vraiment, la confiance a été totale, même presque trop, en fait, parce que moi, je me suis dit, n'hésitez pas à me conseiller, m'encadrer, m'accompagner. Et il y avait une sorte d'attitude de la part de Gallimard Jeunesse qui a dit, ah non, on te fait confiance. La seule chose qu'ils m'ont demandé, c'est donc une fois que le premier tome a été publié, si je pouvais fournir un synopsis du tome 2. Juste pour voir dans quelle direction j'allais. C'était la seule chose qu'ils m'ont jamais demandé. Et je leur ai dit, c'est quoi un synopsis ? Parce que je ne savais pas du tout. Et ils m'ont dit, tu vois, c'est une sorte de résumé détaillé. Et j'ai vraiment pris ça au pied de la lettre parce que j'ai fait un résumé extrêmement détaillé. Moi qui n'avais jamais fonctionné avec des plans, j'ai dit, comme j'ai décidé de tout réécrire, autant pour me sécuriser, je vais faire vraiment chapitre par chapitre. Je leur ai fourni, ils ont dit, ah oui, c'est ambitieux, mais on te fait confiance, donc vas-y. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas faite pour les plans. Parce qu'au début, effectivement, ça donne l'impression que c'est très sécurisant. Je sais exactement où je vais, mais je me suis juste rendu compte que je ralentissais dans l'écriture. Déjà, je ne suis pas rapide. Alors là, vraiment, je me suis jusqu'à l'arrêt total de la machine. J'ai dit non, ça ne va pas du tout. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, je m'étais vraiment asphyxiée. Et là, du coup, j'ai décidé de lâcher le plan et de revenir sur quelque chose de beaucoup plus libre. Donc, en fait, le plan que j'ai soumis à Gallimard, je ne l'ai pas respecté. Et ils vous en ont pas voulu ? Pas du tout. Alors, l'univers de la passe miroir est quand même assez marquant, il est immédiatement très visuel, on le sent traversé de plusieurs influences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment vous avez réussi à construire cet univers et à partir de quoi ? Alors, pour la passe miroir, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Alors, c'est l'époque où j'ai découvert presque tout en même temps les films d'animation de Hayao Miyazaki. Donc, je venais de découvrir le Voyage de Chihiro, le Château ambulant. Je pense que les personnes qui ont vu le Château ambulant vont sentir la petite influence. Et puis après, j'ai découvert que c'était un livre à la base. Je ne savais même pas que c'était un roman. Donc, j'ai lu après le roman, que j'ai adoré. C'est l'époque aussi où c'est une amie qui m'a mise entre les mains La Croisée des mondes de Philippe Pullman. Et là aussi, je pense que les personnes qui ont lu La Croisée des mondes ont senti. Et ça, je m'en suis pas du tout rendu compte, mais il y avait aussi Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, mais je ne l'avais pas vu. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un univers que je n'ai pas forcément d'affinité forte avec, mais ma meilleure amie, celle qui m'a donné envie d'écrire, c'était son truc. Elle adorait tous les livres, parce qu'il y avait Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, qu'on connaît un petit peu moins, mais qui est aussi très troublant. Et voilà, elle me les avait donnés à lire. Elle m'a dit, mais il faut vraiment que tu lis cet univers-là. Elle avait joué au jeu vidéo Alice, le Pays de la Folie, je crois, un truc comme ça, que j'ai fait beaucoup plus tard et que finalement j'ai adoré aussi. Mais j'étais pas forcément... En fait, je pense que c'est elle qui m'a marqué inconsciemment. Et c'est plus tard, une des premières interviews que j'ai faites où on m'a dit, il y a quand même un petit peu de Lewis Carroll dans la passe miroir. Et j'ai fait, pas du tout. Puis après, oui, non, c'est vrai que le passage de miroir, oui, je veux bien vous le concéder. Oui, puis c'est vrai que le lapin avec sa montre toujours pressée, ouais, c'est vrai. Et le chapelier est fou, oui, avec son chapeau. Et après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, tous les personnages, ils sont dedans, en fait. Alors, le succès a été assez rapide pour cette série-là. Ça a pu générer certaines attentes et, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être une certaine forme de pression, notamment pour le dernier tome. Est-ce que vous l'avez ressenti et est-ce que ça a impacté quelque part le travail d'écriture ou pas du tout, c'était juste une pression supplémentaire, mais ça influe en rien sur le déroulé de l'histoire ? Les attentes. Oui, alors,
je l'ai ressenti, on va dire, ça a été progressif, parce que je me rappelle que le premier tome, lorsqu'il est sorti, j'ai eu des retours qui étaient plutôt, on va dire, très modérés dans le ton, c'est-à-dire on aime bien, mais voilà, ce n'est pas forcément parfait, ce n'est pas forcément le coup de cœur, mais on aime bien, on attend de voir la suite. Le deuxième tome est sorti, et là, il a commencé à se passer quelque chose que je n'ai pas vu venir, c'est déjà des fils de lecteurs, parce que ça, j'avais jamais eu de fil avant. Moi, je faisais des dédicaces au compte-gouttes, c'était vraiment très relax. Et puis, je sais que c'est au moment de la sortie du tome 2, et j'ai dû faire ma première dédicace à Paris. Il y avait toute une file devant la librairie. J'ai cru que c'était pour le cinéma d'à côté. Et on m'a dit non, 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 c'est pour vous. Là, j'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bon, et au final, ça s'est très bien passé, hein, les rencontres avec les lecteurs et tout. C'est juste, j'ai senti qu'on était passé à un niveau supérieur. Puis, il y a eu les sorties poches qui ont contribué à la diffusion. Il y a eu les traductions qui ont contribué à ce que ça aille à l'international. Le tome 3 est sorti. Et là, pour le tome 3, j'ai commencé déjà à voir que les retours commençaient à s'exacerber dans les deux sens. C'est-à-dire que là, au début, c'était plutôt modéré au milieu. Puis après, là, c'était on aime, on déteste. Et on va bien vous faire savoir pourquoi est-ce qu'on aime et qu'on déteste. Cette invention diabolique qu'est le tag sur Internet, c'est redoutable. On ne peut pas réchapper, même si on veut, on ne peut pas réchapper aux notifications pour le meilleur et pour le pire. Et pour le tome 4, j'ai bien senti... Alors, moi, quand j'ai commencé à écrire le tome 4, je n'étais pas encore tout à fait sûre de la façon dont j'allais terminer l'histoire. Donc à ce moment-là, je me suis dit que ce serait peut-être bien quand même que je me décide, savoir quelle conclusion je vais faire. Surtout que j'ai eu mes dédicaces où les gens me disaient, bon, voici mes théories pour le tome 4, voici ce que j'espère ce que vous allez écrire, ou ce que j'espère que vous n'allez surtout pas écrire. Et parfois, c'était la même chose. Et là, je me suis dit, bon, il est peut-être temps que je fasse une petite parenthèse. Donc je me suis vraiment coupée des réseaux sociaux, j'ai arrêté les rencontres, et pendant tout un temps, je me suis isolée chez moi pour dire, il faut que je sache comment je veux terminer la fin, que ce soit ma fin à moi. Et tout d'un coup, c'était une évidence. J'ai dit, ok, c'est ça, je sais. Donc là, je me suis dit, bon, je peux reprendre les rencontres et tout. Là, ce qui a été difficile, c'était d'entendre les attentes des lecteurs tout en sachant que je me dis, tiens, je pense que je ne vais pas forcément dans la direction que les gens attendent. Et alors, je crois que le pire, ça a été une petite pensée pour cet adolescent qui, certainement, depuis a grandi et qui m'est venu me voir et qui m'a dit, j'ai une théorie pour la fin. Je pense que voilà, les réponses aux grandes questions que vous avez soulevées, c'est ça, 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 ça. Il avait tout deviné. Et là, il faut vraiment faire un poker face, c'est-à-dire, ok, c'est une théorie intéressante, tu verras dans le tome 4. Et là, le pire suit, il me dit, non, 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 oubliez, mon idée, elle est trop nulle. Bon, alors j'ai une pensée forte pour lui, parce que je pense qu'il s'en est voulu. À mon avis, quand il a lu le tome 4, il a dû faire « ouch ». Et ce qui s'est passé ensuite, du coup, ça ne m'a pas forcément influencé, ça ne m'a pas fait dévier, parce que je pense que les lecteurs se sont rendus compte que je ne faisais pas de fanservice. Mais par contre, ça n'a pas empêché que je suis quand même très sensible aux émotions des autres. Et lorsque le tome 4 est sorti, les émotions étaient un petit peu passionnelles. En fait, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est au moment où il y a eu la sortie immédiate du tome 4. Il y avait un petit livret collé. Enfin, il y avait l'édition avec un petit livret pour la promotion. C'était vraiment une édition limitée. Ça a déclenché des folies. Ce petit livret, alors qu'il n'y avait pas un contenu de texte inédit dedans, il était très beau, c'est pas ça, mais c'était juste c'était un goodies. Les gens se sont battus pour l'avoir et se plaignaient, disaient que c'était scandaleux s'ils ne l'avaient pas. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ça aurait dû me donner des indications sur la façon dont les gens allaient après s'emparer du dernier tome. Et là, j'ai eu d'abord une première vague de commentaires très virulents, parce que les gens ont été scandalisés, ils ont dit, mais c'est pas du tout la fin qu'on voulait. Depuis, ça s'est bien calmé, ça s'est même rééquilibré dans l'autre sens. Mais je pense que c'était le phénomène de cristallisation. Moi, je ne suis pas très rapide pour écrire, qu'il y a eu un temps. Ils ont eu le temps de se faire leur propre fin dans leur tête, en fait. Ils se sont déjà... Je ne peux même pas leur jeter la pierre, parce que j'ai fait pareil avec les Harry Potter. Oui. Moi, j'en ai voulu à J.K. Rowling. J'ai dit, mais ça ne va pas du tout. Moi, mon personnage préféré, c'était Rogue. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes inscrit, du coup, dans la tradition des auteurs dont le dernier tome a été très marquant. Est-ce que ça vous a rassuré de vous inscrire dans cette tradition-là ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, je me suis juste dit, c'est le karma. J'en ai énormément voulu à J.K. Rowling. Et déjà, je trouvais qu'elle était trop lente à écrire. Je ne supportais pas la frustration de la sortie des tomes. Et je n'ai pas aimé la fin en me disant, c'est pas du tout ça que je voulais. Bon, la seule différence, c'est qu'il ne me serait pas venu à l'idée de la contacter pour le lui dire. Mais
Mais voilà, j'avais de la colère, quoi. Et je me suis dit, ah, maintenant que je suis de l'autre côté, je commence à comprendre. Et du coup, est-ce que c'est facile de s'abstraire de ces réactions, comme vous dites, assez exacerbées, notamment sur le dernier tome? Est-ce que vous arrivez à vous protéger quand même de ça, ou est-ce que ça reste quand même assez impactant pour un auteur? Alors sur le moment, ça a été un peu douloureux. Disons que ça fait beaucoup d'émotions, en fait. Hein. Les gens communiquent. Quelque part, c'est touchant, parce que ça montre à quel point les gens se sont appropriés l'univers, que c'est vraiment c'est un peu une partie de leur monde à eux, et c'est de l'émotion à l'état brut en fait qu'ils communiquent. Jusqu'à un certain point, c'est touchant. Là où ça devient, on franchit une petite ligne, c'est quand c'est plus l'histoire m'a déplu, c'est l'auteur m'a déplu. Et là, du coup, c'est vraiment, là, ça devient une affaire personnelle entre eux et moi. Et là, du coup, je leur ai dit, j'ai dit, bon, je pense que vous avez besoin d'un petit temps avec l'histoire. Je vais me retirer, je passe en mode sous-marin. Je me suis déconnectée des réseaux sociaux parce que j'avais vraiment trop de messages qui étaient un peu oppressants, parce qu'il y avait même des personnes qui me disaient qu'ils étaient tombés en dépression nerveuse à cause de moi. J'ai dit, bon, ça c'est fait. Et là, je dis, bon, écoutez, un petit temps pour vous, un petit temps pour moi, je me retire. Voilà, donc, j'ai retiré le formulaire de contact de mon site, j'ai coupé les réseaux sociaux et j'ai arrêté les rencontres pour tout un temps. Et là, les gens ont découvert le courrier. Là, tout d'un coup, on s'aperçoit que là, les lettres commencent à arriver. J'ai dit, c'est pas vrai. D'ailleurs, j'appréhendais. À chaque fois que je voyais une lettre, j'ai dit, oh non. Je lisais le début, je fais, ah, ça fait déjà mal dès les premières lignes, donc je pense pas que je vais lire jusqu'au bout. Donc, mais quelque part, c'était très bien. Parce que une de mes peurs racines, c'est le rapport au regard des autres. Moi, la base, c'était vraiment, on en discutait tout à l'heure, je suis extrêmement timide, introvertie, et moi, je n'aimais pas du tout. En classe, je ne participais pas, j'étais vraiment la fille ultra discrète que tout le monde oubliait, que personne ne remarquait. J'avais très peur du regard des autres, et je pense qu'au-delà de ça, j'avais très peur de décevoir. Pour moi, c'était une de mes peurs. Eh ben, c'est fait. J'ai dit voilà, je me suis dit j'ai déçu massivement des gens et je me suis rendu compte que ça ne changeait rien en fait, que c'est quand même l'histoire que j'avais envie de raconter. Est-ce que pour les romans suivants, du coup, cette peur de décevoir s'est atténuée, ou est-ce que quand même Alors moi maintenant je me suis dit bon ça va, maintenant je suis quand même j'ai un peu plus de recul, mais ça n'empêche pas, je suis un être humain comme les autres et je suis sensible aux émotions de mon lectorat. Donc je sais que pour Ici et seulement ici, vraiment, je n'ai pas pensé du tout au public à ce moment-là. C'était juste le livre qui, pour moi, c'était une évidence. Il fallait que je l'écrive. Il m'est vraiment sorti du ventre. Et je m'attendais à rien. Je me suis dit, bon, voilà, moi, je sais que c'est le livre que je voulais. Je ne suis pas sûre que les lecteurs me suivront forcément voilà, dans ce tournant-là. Mais pareil, je me suis rendu compte que là, j'avais eu des retours sur ce livre-là où les personnes avaient été déçues parce que ce n'était pas la passe miroir. Et vraiment pas du tout, puisque là, du coup, j'avais pris un tournant très différent. Ça finit quand même par m'affecter. À force de, comme le disent, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, au bout d'un moment, je me dis, oui, là, je commence à sentir que, en fait, j'ai vraiment fait une sorte de crise de doute aigu, où j'avais fini par en fait, j'ai douté de moi. J'ai eu une période où j'ai complètement perdu confiance en moi. Mais ça m'a jamais empêché de continuer à écrire. Vous anticipez déjà nos questions suivantes sur Ici et seulement ici. Juste pour finir sur la passe miroir, vous parliez de l'appropriation par les lecteurs de l'univers. Elle a été assez forte puisque ça a généré pas mal de fanfiction, de fan-art, etc. Quelle était votre position, vous, par rapport à ça? Est-ce que c'est des choses que vous regardez? Avec quel œil? Est-ce que c'est attendrissant? Est-ce que ça peut vous agacer par moments? Est-ce que ça peut vous inspirer des fois, ou pas du tout? C'est quelque chose que vous mettez de côté Oh, ça c'est génial. Alors moi, j'ai commencé avec la fanfiction. Donc, j'en parlais tout à l'heure, les Harry Potter. Plus spécifiquement Rogue. J'ai fait de la rogue fiction qui restera dans les tiroirs. Vous ne me direz pas ça. Enfin, j'espère pas parce que. Elle n'est pas trouvable sur un site. Je croyais qu'elle n'était pas trouvable, mais j'ai des lecteurs qui ont réussi à la trouver. Je ne sais pas comment. Parce que moi, je ne l'avais pas mise en ligne, ce qui me fait un peu peur. Je l'avais surtout fait circuler sous le manteau à des amis qui adoraient Rogue comme moi. Mais bon, apparemment, ça a fuité. Donc les gens arrivaient à la trouver, mais pitié, n'allez pas chercher parce que vraiment, c'est pas bon du tout. Mais voilà, c'était un peu l'écriture fantasme. Mais j'ai adoré me glisser dans les pantoufles de quelqu'un d'autre dans cet univers-là. Et moi, ça m'a beaucoup formée par rapport à l'écriture. Et alors, j'ai aussi fait un peu de fan art, mais clairement, je ne suis pas illustratrice du tout. Mais j'ai adoré ça. Donc, lorsque j'ai vu arriver les premiers fan art de la passe miroir, ça m'a fait quelque chose.
Et même, je m'étais fait tout un... Bon, maintenant, il y en a beaucoup, mais à l'époque, j'en avais quelques-uns. Mais j'avais vraiment un dossier dans mon ordinateur où j'avais tous les fanarts, et je les regardais, ça m'accompagnait quand j'écrivais les scènes. Par exemple, il y avait un fanart de Thorne qui l'incarnait tellement bien, lorsque je devais écrire une scène, je mettais le fanart, je disais, ouais, c'est vraiment lui, voilà, je sentais qu'il était à côté de moi, quoi. Donc non, j'ai adoré ça. Pour les fanfictions, c'est un peu plus compliqué parce que je me suis dit, bon, dans la mesure où j'ai pas terminé l'histoire, si je lis des fanfictions, est-ce que ça va pas m'influencer? Donc j'avais expliqué aux personnes, j'ai dit, ne le prenez pas mal, mais pour les fanfictions, je suis contente de savoir qu'elles existent, mais je vais pas les lire pour ne pas, voilà, je veux pas être influencée tant que j'ai pas terminé l'histoire. Mais il se trouve que finalement, je ne les ai pas lus tellement non plus après, parce que j'ai eu un petit rejet de la passe miroir, en fait. J'ai vraiment eu une période où, comme les lecteurs m'avaient vraiment... voilà, la réaction passionnelle qu'il y avait eu, voilà, ça a fait qu'à un moment, mon entourage ne pouvait plus me parler de la passe miroir, ça me mettait une boule dans la gorge. Et donc, lire des fanfictions de la passe miroir, je ne me sentais pas. Jusqu'à ce que j'ai une lectrice à Paris qui est venue et qui a déposé tout en relié un énorme bloc de papier qui m'a dit, et qui a essayé de me dire de quoi il s'agissait, mais elle a éclaté en larmes. Et donc, je n'ai pas compris. Je me suis dit, papier, larmes, qu'est-ce que je fais? Donc, pas de patte. Et en fait, elle a fini entre deux hoquets par me dire que c'était une fanfiction de la passe miroir, qu'elle avait imaginé le préquel de la passe miroir. Donc, l'histoire, je crois, 50 ans avant, quelque chose comme ça. J'ai adoré. Je me suis dit, OK, si je dois lire une fanfiction, ce sera celle-là. Et honnêtement, elle était géniale. Alors, pour passer sur l'ouvrage suivant, ici et seulement ici, du coup, vous avez un peu répondu tout à l'heure à la question, mais là, c'est un ouvrage qui est très différent de la passe miroir. C'est un ouvrage qui est choral déjà, où on entend plusieurs voix, alors que la passe miroir suivait essentiellement quand même une héroïne. C'est un ouvrage qui se déroule dans un contexte très réaliste, là où la passe miroir était dans un monde plutôt de fantaisie, on va dire. Est-ce que ça, c'était quelque chose de très conscient, de changer vraiment d'univers, de genre, dû peut-être à ce rejet de la passe miroir que vous avez eu pendant un temps, ou est-ce que l'histoire est venue comme ça et vous n'avez pas réfléchi plus que ça à ce basculement de genre? Alors, il faut savoir quelque chose à mon sujet, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent de façon très consciente et volontaire. Ça se fait toujours du jour au lendemain. Je vais avoir une idée qui va débarquer et c'est juste que tout d'un coup, c'est une évidence. Je dis, c'est ça que je dois écrire. Mais il n'y a pas un processus mental. C'est pas moi qui suis en train de me dire, bon, il faut vraiment que je fasse autre chose, tac, 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 tac. Et puis, non. En fait, j'étais même pas là-dedans, j'étais en train d'écrire nous. Au lendemain de la sortie en librairie de La Passe Miroir, j'ai commencé les premières lignes de nous. Donc du roman qui vient de sortir là maintenant. C'est juste que dans l'intervalle, je me suis interrompue en plein milieu parce que j'ai eu un déménagement. Ah bon, quand je dis déménagement, même village, rue différente. Mais pour moi, ça a tout changé parce que je me suis trouvée en face d'une école. Et cette école, ça m'a ramené plein de souvenirs. En fait, il y avait donc la sonnerie, les ambiances de cours de récré, les odeurs de cantine. Les odeurs, qu'est-ce que c'est fort pour faire remonter des souvenirs. Et en fait, au début, j'ai ce côté très attendri de me dire, j'adore cette ambiance d'école, ça me rappelle mes années primaires, quoi. Je me suis dit, je me rappelle, tout était léger, tout était doré. Puis après, la mémoire a poursuivi son cours. Je dis, et puis après, il y a eu le collège. Et là, et vraiment, c'était une évidence. Je me suis dit, j'ai un truc à écrire avec ça. Mais je ne savais pas quoi. Donc, j'ai juste commencé à écrire le premier chapitre, donc ici, seulement ici, avec Iris, qui vient de quitter le primaire et qui arrive au collège. Et ça a commencé ainsi. Je me suis dit, ce serait peut-être juste une petite nouvelle avec Iris. Puis après, je me suis dit, il y a un deuxième personnage. Là, c'est Pierre, le bouc émissaire. Et puis après, un troisième. Et en fait, ça s'est vraiment fait tout seul, très rapidement. Et en fait, en plus, j'ai écrit au milieu des cartons de déménagement. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment... Je me souviens encore que j'étais dans ma nouvelle maison qui était entièrement vide. Je cherchais un petit peu de chaleur parce qu'il n'y avait pas encore le chauffage. Donc je me mettais dans la lumière du soleil en attendant que l'électricien doive passer. Et là, j'écrivais ici et seulement ici. Et vraiment, ça se faisait, mais tout seul. À la base, j'avais appelé ça les contes d'ici et seulement ici. Parce que ce n'était pas censé être... c'est réaliste jusqu'à un certain point, mais il y a aussi une dimension magique. Et on en parlait tout à l'heure. Il y a une forte influence en fait du mouvement littéraire sud-américain du réalisme magique, avec cette cohabitation d'une réalité qui peut être extrêmement dure, voire crue, avec une dimension magique qui est totalement acceptée, voire entretenue par les personnages. Donc il n'y a pas d'effet de surprise. Quand il y a un élément surnaturel qui intervient, les personnages, non, c'est OK. Il n'y a pas d'étonnement par rapport à ça. Donc, voilà, pour moi, le livre, il s'est vraiment écrit tout seul. Et il y a une part autobiographique qui est indéniable. C'est juste que tout est très transformé.
Et du coup, là, du côté de votre éditeur, est-ce que ce changement vraiment de ton, de cadre, etc., ça a fait réagir ou est-ce que pareil, ils vous ont suivi sans poser de questions après la passe miroir? Ils m'ont suivi aveuglément. En fait, lorsque j'ai envoyé le texte ici seulement ici à mon éditeur, ils m'ont dit bon, on va être sincère, on n'aurait pas su que c'était toi, on l'aurait pas deviné. Parce que vraiment, là, le tournant était vraiment radical. Ils ont dit, mais on aime et on a envie vraiment de le publier. Donc, non, vraiment, ils m'ont complètement suivi dans ce tournant. Et du coup, le style est assez différent par rapport à la passe miroir, évidemment. Il y a certains moments qui sont un peu durs dans le ici et seulement ici. Est-ce que ça, pareil, la question du style, c'est quelque chose que vous avez travaillé particulièrement pour ce livre-là, ou est-ce que c'est venu avec les personnages et, comme vous disiez, dans cet élan d'écriture que vous avez eu? Alors, comme j'avais commencé par nous, et je pense que ça se sent pour les personnes qui ont lu nous, qui fait un peu le trait d'union entre la passe miroir et ici seulement ici, parce que justement, il y a un peu ce côté roman choral. Alors, c'est un peu plus exacerbé dans ici seulement ici, avec un récit à la première personne, oralisé. Et pour certains personnages, j'ai vu avec de l'argot, quoi, vraiment que voilà, c'est du langage parfois un peu cru. Alors en fait, je pense que j'avais besoin de casser un petit peu le moule de la passe miroir avec cette petite écriture très sage, voilà, troisième personne, au passé simple, avec des subjonctifs imparfaits. Vous m'y reprendrez plus, hein. Plus jamais de subjonctifs imparfaits. Je trouve qu'en fait, c'est un cauchemar à conjuguer. Et je me suis dit, ben voilà, maintenant j'ai envie d'expérimenter d'autres choses. Et il n'est pas impossible que ce soit aussi une démarche personnelle. Je viens d'une famille où on a un langage plutôt très châtié. D'ailleurs, dans ma maison, on ne disait pas de gros mots. C'était vraiment, voilà, il y avait une sorte de tabou. Donc, en fait, même dans la cour de récréation au collège, j'avais un blocage avec les gros mots. Je ne savais pas en dire, alors que ça y allait autour de moi, hein. Et déjà, ça crée un décalage. Certains sujets aussi qui ne sont pas forcément abordés. Donc, voilà, je pense qu'il y a une certaine pudeur dans ma famille. Et je me rappelle que j'avais voulu faire lire un livre à ma maman de Daniel Pénac, que j'avais adoré. J'ai dit, il faut que tu lises. Elle m'a dit, mais c'est mal écrit. J'ai dit, maman, comment tu peux dire ça? Tu as le droit de dire que tu n'as pas aimé, mais tu n'as pas le droit de dire que c'est mal écrit. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, moi, j'adorerais écrire comme Daniel Pénac. Enfin, moi, je sais que lorsque j'avais lu, je me suis dit, il y a l'illusion d'un discours qui est ultra spontané, mais alors que c'est certainement extrêmement travaillé. Et en fait, moi, je sais que ça avait été percutant pour moi. Et je me suis dit, je sais que si je commence à emprunter ce terrain-là qui me fait très envie dans l'écriture, je risque de choquer ma propre famille. Ce qui s'est passé. Quand ils ont lu Ici seulement ici, ils ont été un petit peu très décontenancés. Alors ici, seulement ici, je pense, ça a provoqué des réactions assez fortes chez les gens, et notamment les jeunes qui l'ont lu, parce que cette expérience du collège est quand même assez partagée et assez marquante pour beaucoup d'entre nous. Là, vous venez de nous dire que c'est quelque chose qui est très lié à votre histoire personnelle avec le collège. Est-ce que vous avez eu des réactions quand même de lecteurs au cours de séances de dédicaces ou autres par rapport à ce livre-là? Alors, curieusement, ça a été moins choquant pour les jeunes que pour les parents. Les jeunes eux-mêmes, les jeunes en fait, qui avaient le même âge que les protagonistes, ça ne les a pas dérangés. Ils ont trouvé l'histoire, ça ne les a pas plus choqués que ça. Mais alors, excusez-moi, quand je dis les parents, je pense surtout aux mamans, parce que c'est beaucoup des mamans que j'ai eues. Lorsqu'elles ont lu le livre, elles ont dit, ah non, mais je ne vais pas lire ça à mon enfant, hein. Alors, soit parce qu'ils s'apprêtaient à rentrer au collège et qu'elles avaient peur de complètement les épouvanter, soit parce que le collège n'avait pas été facile et qu'elles ne voulaient pas les retraumatiser. Mais du coup, il y avait une sorte de protection. Et je sais que ça m'avait marqué parce qu'il y avait la même prise de position de libraires et de bibliothécaires qui avaient dit, oui, alors ça, effectivement, on ne le met pas entre toutes les mains, plutôt pour un public averti. Et si on considère que les personnes sont trop sensibles, on le déconseille. Et ça, c'est vrai que ça m'avait fait un petit choc. Je me suis dit, je n'avais pas mesuré, parce que moi, c'est vrai que quand je l'ai écrit, ça a été plutôt une libération. Moi, je sais que ça a exorcisé un truc et que je m'étais rendu compte que je n'avais pas quitté le collège. Qu'à 40 ans, j'étais toujours dans le collège et que j'avais ce collège qui était toujours à l'intérieur de moi. Et une fois que j'ai fini d'écrire Ici seulement ici, j'ai dit, ça y est, je suis enfin sortie du collège. Pour moi, c'était fini. Mais j'ai dû aussi être honnête et me dire, mais pour moi, il y a eu un moment pour l'écrire. Parce que j'avais essayé d'écrire une histoire très similaire au collège avant la passe miroir. Et je n'ai pas réussi. J'avais essayé, j'ai fait non.
non, ça me met mal à l'aise, je ne suis pas à l'aise avec ça, donc j'arrête tout. C'est juste que peut-être que la passe-mémoire m'a fait du bien par rapport à ça, parce qu'en fait, dans la passe-mémoire, je parle du collège. C'est très symbolisé, mais la cour des nobles, les clans qui se mettent des coups de patte et tout, c'est une cour de récréation comme une autre. C'est juste que je passe par quelque chose de beaucoup plus symbolisé. Mais voilà, là je me suis dit je vais y aller beaucoup plus directement, beaucoup plus frontalement, avec ici et seulement ici. Mais pour moi c'était le bon moment. Et je peux comprendre que pour les lecteurs, il peut aussi avoir un bon moment pour lire le livre. Puis on voit que l'histoire du cadre est quand même importante parce que après avoir lu ici et seulement ici, j'ai relu La Passe Miroir du coup et je me suis aperçu que dans La Passe Miroir, il y a quand même des moments assez durs aussi, comme vous le disiez, mais qui passent finalement différemment de par le cadre qui est celui de la série, alors que dans Ici et seulement ici, comme on est dans un cadre réaliste, c'est beaucoup plus frontal. Donc effectivement, mais par contre, il y a des moments durs clairement dans les deux. Mais moi, ce qui m'a toujours troublé, c'est qu'on me dit La Passe Miroir, c'est une lecture doudou ou cosy. Je dis oui, mais quand même, il y a quand même des choses dures. C'est pas du cosy non plus, quoi. Mais voilà, je me dis peut-être que le fait de passer par le langage de la fantasy, ça permet de mettre une distance. On n'a pas le même rapport aussi, peut-être. Il n'y a pas la même friction avec la réalité. Ça met un peu de coton, on va dire, une zone tampon entre les deux. Alors, on va passer à votre dernier roman. Là, comme on l'a dit, en novembre est sorti Nous, votre dernière œuvre. C'est encore un changement de genre, on peut dire. J'ai vu que vous le qualifiez de dystopie fantasy vintage. Est-ce que vous ce qui n'est pas évident à situer. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots du coup de ce roman et de ce genre-là? Et alors, pour déjà la dimension dystopique, j'étais pas au courant. C'est mon éditeur qui me l'a dit. Il m'a dit ah oui, tu as fait une dystopie. Je fais ah. Donc, généralement, mais c'est toujours comme ça. J'écris, puis en fait, comme je le disais tout à l'heure, comme c'est pas mental, j'ai pas forcément de réflexion intellectuelle. C'est après coup, quand on me pose des questions sur le texte, je me dis oui, en fait, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, et comment lui mettre une catégorie. Alors, donc, après, une fois que j'ai vu la définition de ce qu'était une dystopie, je dis oui, ça coche plutôt les cases de la dystopie. Pour le côté vintage, je plaide coupable parce que en fait. C'est une fantaisie au sens strict, au sens que c'est dans un monde qui ressemble énormément au nôtre, mais qui n'est pas le nôtre. Voilà, mais je me suis beaucoup inspirée de nos années 80 pour lui donner une certaine ambiance. Pour La Passe Miroir, je m'étais beaucoup inspirée majoritairement de notre belle époque, ce qui fait qu'on la qualifie plutôt de steampunk. Pour nous, je pense que c'était peut-être un peu ma Madeleine de Proust à moi, parce que moi, les années 80, c'est mon enfance. Bon, j'ai un peu étendu, 80, 90. Mais j'avais très envie, je me dis, je veux vraiment les baladeurs à pile, où il faut rembobiner les cassettes avec ces casques, avec des mousses qui finissent par me faire mal aux oreilles, il faut vraiment les changer régulièrement, avec des Minitel. Mais vraiment, voilà, je me suis dit, je veux des Minitel où les écrans se chargent pixel par pixel. Moi, j'ai connu ça pour les résultats du bac, c'est insupportable. Je dis, j'aurais plus vite fait d'aller au lycée pour aller voir les résultats sur place. C'est presque une réhabilitation de Minitel d'ailleurs que vous faites. Ouais, non, mais après, je me suis dit, il faut que je sois honnête, j'ai une sorte de nostalgie, mais on remplacerait les ordinateurs par des Minitel, je ne serais pas heureuse. Mais c'est un petit charme, on va dire, qui fait que j'avais envie de retrouver ça, les cabines téléphoniques, voilà, cette ambiance-là. Mais c'est une ambiance. Voilà, le vrai propos, il n'est pas là. Pour nous, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, l'idée de Nous m'est venue il y a longtemps. En fait, à ce moment-là, j'étais en train d'écrire le 3e tome de La Passe Miroir. Et on venait de me poser une question, j'étais en dédicace à Lille, et on m'a dit, est-ce que ça vous arrive de penser à d'autres projets que La Passe Miroir? Et je fais, ah non. Alors généralement, quand je dis ah non, il faut savoir que oui. Mais c'est juste que consciemment non, inconsciemment oui. Je dis ah non, je dis non, je vis Passe Miroir, je respire Passe Miroir, je mange Passe Miroir. Et le lendemain matin, au moment de prendre mon petit déjeuner, j'étais en train de préparer mon lait dans le micro-ondes pour mon chocolat du matin. Et vraiment, généralement, les lendemains de dédicace, excusez-moi le terme, je suis très pétée. Vraiment, mentalement, il n'y a plus rien qui se passe. Je suis très éteinte et j'étais juste en mode chocolat. Et au moment précis où le micro-ondes a fait ding, j'ai fait oh, et si chaque être humain naissait avec en lui le besoin irrépressible de faire le bien? Alors, je peux vous dire que des matins comme ça, j'en ai pas toujours, très rarement, jamais. En fait, je pense que c'est la seule fois où ça m'est arrivé.
Et à partir de là, mais c'était pareil pour la passe miroir. Hein. Une image déclic. Avec la passe miroir, c'était le visage d'Ophélie qui traversait le miroir, et en l'espace d'un instant, j'avais le monde, des familles, des pouvoirs, j'ai eu tout en l'espace de quelques secondes. Là, pour nous, ça a été pareil. J'ai d'abord eu ce truc qui m'est venu, puis je me suis dit, ah oui, ça s'appellerait les instincts, avec un I majuscule, comme des hauts instincts, pour les différencier des bas instincts. Il y aurait des catégories d'instincts. Par exemple, la personne qui ne pourrait pas s'empêcher de protéger quiconque serait en danger. La personne qui ne pourrait pas s'empêcher de donner à manger à quiconque aurait faim. Il y aurait comme ça des catégories. Je me dis, et puis il y aurait tout un système qui serait récupéré avec une bureaucratie instinctive, où plus on sauve de vie, plus on s'élève dans la hiérarchie. Et en fait, le point commun de tous ces instincts, ce serait une sorte de grand inconscient collectif qui s'appellerait le nous. Et à partir de là, en l'espace de quelques instants, j'avais la base de l'histoire. Et puis tout de suite, les personnages sont arrivés. J'ai eu Goliath, il est arrivé immédiatement, c'est le protecteur qui rêve d'embrasser la voie de la sanctification. Et dans ce monde-là, en fait, donc, comme je disais, plus on sauve de vie, plus on s'élève dans la hiérarchie. Il faut qu'il ait sauvé 11 vies avant sa majorité. Il en a déjà sauvé 10, mais il lui manque sa 11e vie. Et en plus, la dernière vie qu'il a sauvée lui a coûté ses 2 bras. Il a des prothèses de bras maintenant à la place. Et non, il n'est pas du tout découragé. Hein. Lui, il y tient absolument. Il a ses propres raisons, son propre objectif. Et il faut qu'il sauve cette 11e vie à temps. Et dans le quartier des écoles où il est en train de terminer ses études, des élèves disparaissent. Ils disparaissent de la circulation. On parle de fugue, mais lui, il se dit il y a peut-être autre chose. Et il voit peut-être là l'occasion de pouvoir sauver sa dernière vie. Et au même moment, dans une autre école voisine, l'école de la confidence, alors là, les confidences, c'est les oreilles du nous, en fait, ils ne peuvent pas s'empêcher d'écouter quiconque parle. C'est pour ça qu'ils portent des baladeurs en permanence, qui ont toujours de la musique dans les oreilles, parce que sinon, ils ne s'appartiennent plus. Dès qu'ils entendent une voix, ils ne sont plus eux. Donc, dans cette école-là, il y a Claire. Claire qui a aussi remarqué qu'il y avait des élèves qui disparaissaient, qui est aussi en train de mener son enquête, qui songe à faire un partenariat avec Goliath et qui a un secret. Elle a elle-même un secret qui est très lourd à porter. Et à partir de là, j'ai eu ces 2 personnages. Tout est devenu évident. Là où c'était très cruel, c'est que je me suis dit, j'ai quand même le 3e tome de la passe miroir à écrire, et un 4e. J'ai dit, je ne peux pas écrire ce roman maintenant. Donc j'ai noté toutes mes idées, comme ça je les ai jetées sur un fichier, j'ai refermé, j'ai dit maintenant j'oublie et je me consacre à la passe miroir. Donc c'est pour ça que le lendemain de la sortie en librairie du tome 4, j'ai fait ok, maintenant on rouvre le fichier et je peux y aller. Je me suis dit là maintenant ça y est, il faut vraiment que je me lance. Et quand vous avez rouvert le dossier, vous avez juste continué dans cet élan, ou est-ce que du coup il y a des choses qui avaient maturé, vous avez changé certaines orientations du livre, ou c'était vraiment le même élan qu'initialement? Non, il y a des choses qui ont changé. Forcément, là, du coup, comme il y avait du temps qui s'est écoulé, l'idée initiale n'a absolument pas changé. Les personnages sont restés les mêmes, mais il y a des choses qu'effectivement, je me suis dit, oui, non, ça, finalement, je vais faire ça différemment. Mais l'essence même de l'univers et des personnages, ça, non. C'était tellement évident que ça ne pouvait pas être autrement. Alors on l'a dit, c'est encore un changement de genre par rapport au roman précédent. Donc là, la sortie est très récente, mais est-ce que vous avez déjà des retours de lecteurs sur leur ressenti par rapport à ce roman-là? Oui, alors là, pour le moment, j'ai plutôt la chance d'avoir des retours plutôt positifs qui m'ont vraiment fait très, très plaisir. Alors moi, je suis surtout sur Instagram. Je ne suis pas trop sur les autres réseaux sociaux, donc je suis plutôt dans cette sphère-là. Et sur Instagram, là, jusqu'à présent, en tout cas, toutes les personnes qui m'ont tagué pour donner un avis et faire une chronique, c'était plutôt pour dire qu'elles avaient plutôt été emportées par l'histoire et ça leur avait plu, donc ça me fait plaisir. Là, vraiment, en plus, j'ai même eu des fan art. Pour ici et seulement ici, je n'ai pas eu de fan art, mais là, j'ai eu des fan art pour les personnages, essentiellement de Goliath, Claire et un autre personnage qui apparaît un peu plus tardivement dans l'histoire. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. Là, je les chouchoute, mes petits fan art, je les collectionne. Alors, je précise pour les personnes qui sont arrivées peut-être un peu plus tard, vous avez le droit de poser des questions. Donc ne soyez pas timide, sinon après la rencontre, il y aura peut-être moins de temps, donc n'hésitez pas à poser des questions au cours de l'interview si jamais vous en avez. Levez le bras. Ah, oui. Il y a un micro qui arrive. Si il arrive en courant. Oui.
Bonjour, merci beaucoup pour cette rencontre. J'avais une question sur le pseudonymat, parce que vous avez démarré, je pense vous disiez, avec les fanfictions. Est-ce que vous avez déjà été tenté de publier à nouveau sous pseudo? Peut-être que vous l'avez fait, que vous ne voulez pas le dire, mais justement pour vous détacher de cette pression, ces attentes que vous avez pu rencontrer au cours de votre carrière. En fait, je n'avais pas du tout réfléchi à la question. Maintenant, je pense que c'est un peu tardif comme questionnement. Alors en fait, à la base, j'avais des pseudos, effectivement, sur Internet. Mon tout premier pseudo, ça a été Chevalier Cristal, qui est devenu Cristal, qui est devenu Cricri. Voilà, maintenant c'est Cricri. Mais je ne me suis pas du tout posé la question. Effectivement, quand j'ai signé le contrat avec Gallimard, tout de suite, j'ai mis Christelle Dabos. Je ne me suis pas du tout... Bon, au final, je vais dire, je ne pense pas que ça fasse une grande différence parce qu'on ne m'arrête pas dans la rue. Hein. On ne me dit pas « Ah, vous êtes Christelle Dabos ». Ça n'arrive, pour ainsi dire, jamais. Dans mon village, tout au plus, parfois, c'est arrivé dans l'épicerie de mon village, on me dit « Vous êtes la dame qui écrit ». Donc les personnes ne connaissent même pas mon nom. Hein. Je veux dire, je suis la dame qui écrit. Donc au final, je pense que la question peut peut-être se poser pour des personnes qui ont vraiment une notoriété énorme ou alors une image. Moi, comme je dis, les gens ne se retournent pas dans la rue pour dire « Oh, c'est... » Non, ça ne m'arrive pas. La seule fois où ça m'est arrivé, là c'était de bon augure, je venais de signer un contrat avec un éditeur en Angleterre. Ils m'ont invité à Londres, donc voilà, c'était la session en langue anglaise. Je me suis dit, ça c'est un grand pas pour la passe miroir. Et mon éditrice m'a raccompagnée à la gare pour prendre l'Eurostar. Et en attendant pour mon train, elle m'a proposé de prendre un petit café dans la gare. Elle m'a dit « Ah, ça ne te dérange pas de me signer mon exemplaire ?» J'ai dit « Non, avec plaisir. » Et là, j'ai une lectrice qui est arrivée, française, qui m'a dit « Vous êtes Christelle Dabos ?» Oui. Je ne vous dérange pas plus longtemps, mais j'ai adoré la passe miroir et tout. Mais je ne vous dérange pas. Mais voilà, je voulais juste vous dire ça. Et mon éditrice qui a dit « Oh, you are very famous !» Bon, voilà, il fallait que ça m'arrive une fois, c'était cette fois-là, quoi. Je me suis dit « Ça m'arrive. » Donc au final, non. Je me rends compte, je suis pas sûre que ça m'aurait changé finalement beaucoup de choses. Non, peut-être comme avec Gallimard Jeunesse, on a une relation quand même assez libre, qui fait que je n'ai jamais ressenti, même pas jamais j'ai eu l'impression qu'il fallait que je me censure ou que j'édulcore un propos. Jamais, jamais. Ça, je ne sais pas si c'est le cas avec d'autres éditeurs jeunesse, mais avec eux, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Et au final, non, moi je me rends compte que, j'ai envie de dire, j'assume. Voilà. Bon, c'est pas comme si j'étais non plus une grande provocatrice. Hein. Je me mets pas vraiment en danger avec ce que j'écris. Mais là, pour ce que je fais en tout cas actuellement, c'est vrai que je me rends compte qu'au final, ça me dérange pas. Avec plaisir. Bonjour, merci beaucoup du coup de partager votre expérience avec nous tous aujourd'hui. Moi, mon expérience avec la passe miroir, elle est un peu différente peut-être parce que j'ai découvert toute la saga via les livres audio disponibles sur Audible. Et notamment, je fais aussi la même chose avec Nous, là, en ce moment, qui sont de très bonne qualité, si jamais. Je voulais savoir si vous aviez eu des retours là-dessus ou si vous-même vous les écoutez de temps en temps, enfin, si vous avez une expérience à dire là-dessus, à ce niveau-là. Ah, les livres audio, c'est très bien d'en parler. Alors, pour la passe miroir, c'est une seule comédienne qui a fait l'intégralité des 4 tomes. C'est une performance, hein, parce qu'elle doit moduler sa voix en fonction des personnages. Elle fait un torn incroyable. Elle a une capacité à faire descendre sa voix dans les graves. Moi, ça m'a donné la chair de poule. Hein. Je me suis dit, oh, ok. Donc, vraiment, j'ai adoré ce qu'elle a fait. Et pour chaque sortie suivante, pour Ici et seulement ici, et pour Nous, il y a eu la sortie donc simultanée en papier et en audio. Et on m'a à chaque fois en fait soumis, j'ai eu l'intégralité. D'abord, dans un premier temps, on m'a parlé des comédiens qui allaient être pressentis pour le projet. On faisait écouter des extraits pour que je puisse entendre leur timbre de voix. Dans un deuxième temps, des extraits qu'on me soumettait pour voir si la direction était bonne. Et à partir du moment où je validais, j'y allais. Ils enregistraient en studio et là... Après, on soumettait l'intégralité avec des effets sonores et tout, et je trouve ça extraordinaire. Mais c'était très intéressant parce que, par exemple, pour Ici et seulement ici, parce que, par exemple, il y a ce qu'on appelle le club ultra secret avec numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. En fait, je ne précise jamais si ce sont des garçons ou des filles.
C'était voulu. Je me suis dit, en fait, c'est un club. Bon, à la base, ils avaient pressenti, enfin, ils avaient parlé de les faire incarner que par des voix masculines. J'ai dit, ah, attention, ça, je ne le précise pas. Alors, j'ai dit, maintenant, c'est vrai que si on choisit d'avoir une incarnation en voix, ça pose la question, quoi. Donc, ils ont fait quelque chose d'un peu plus mixte. Là, on entend une voix féminine qui intervient dans le club. Pour nous, il y a un personnage dont on ne saura jamais du début à la fin si c'est un garçon, une fille. La question de son genre, même moi, je ne sais pas en fait. Et c'était un exercice d'écriture qui était extrêmement intéressant, entre parenthèses. Mais pareil, à partir du moment où il y a l'adaptation en audio, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je leur ai dit, est-ce qu'on peut trouver une voix qui soit justement dans une sorte d'entre-deux, qui fait qu'on puisse aussi avoir cette ambiguïté, qui fait que ça ne tranche pas trop d'un côté ou de l'autre. Voilà. Mais j'adore, vraiment, moi, les livres audio, je les trouve géniaux. Et je n'ai eu que des retours positifs. Pour ici et seulement ici, le livre écrit, il y en a beaucoup qui ont dit oh, c'est dur. Quand ils l'ont entendu en audio, ils ont dit ah, c'est drôle. J'ai dit bon, comme quoi tout est une question de voix, vraiment, de la façon d'interpréter le texte. Avec plaisir. Bonjour. Moi, j'avais une question très précise sur la passe miroir. En fait, je me demandais, est-ce que vous avez eu un... Attendez, je vais un peu contextualiser. Je vais parler du moment où, en fait, Thorne il va recevoir le pouvoir de passe miroir de Ophélie, alors que lui, il voulait le pouvoir pour lire les objets. Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez prévu dès le début, ou c'était un déclic où vous vous êtes dit « Ah, je vais faire ça comme ça ?» Voilà. Alors, ça remonte à loin. J'essaie de me souvenir. Alors, je suis à peu près certaine que dans la toute première version, donc celle que j'avais écrite avant d'être publiée, je n'avais pas du tout anticipé ça. C'est juste qu'au moment arrivé, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, je pense que dans la toute première version, il a bien récupéré le pouvoir de lecture, en fait. Donc, non, c'est moi, tout d'un coup, je me suis dit, ah non, tiens, j'ai décidé de faire autrement. Mais non, c'est vraiment typiquement le genre de choses, en fait, et c'est ça qui est génial dans l'écriture, c'est lorsqu'on laisse un petit peu de marge de manœuvre. L'écriture, en fait, c'est un matériau extrêmement vivant. Et si on lui laisse un petit peu d'espace, il y a des décisions qui se prennent au niveau des personnages, mais aussi au niveau de l'histoire même. On se dit, oh, c'est tellement plus intéressant ainsi que ce que moi je pensais faire à la base, quoi. Et dans ce cas-là, c'est l'histoire qui a le dernier mot. Donc, il y a comme ça énormément de moments. Parfois, on me dit, ah, ça, c'était vraiment extrêmement bien pensé de votre part. Je dis, oui, enfin bon. En fait, sur mon plan, c'était pas ça du tout, mais ça s'est fait comme ça au dernier moment, quoi. Donc voilà. Avec plaisir. Bonjour et merci. Si me permet, j'ai une question, c'est pour savoir, en tant qu'autrice, quand vous finissez un roman ou une saga, est-ce que vous avez plus une forme de contentement à l'idée que c'est bouclé et on peut passer à autre chose et c'est couché, ou une forme d'un peu un regret, l'idée qu'on ne pourrait pas revenir dessus, que quelque part maintenant c'est fixé en fait? C'est une belle question. Alors, moi, j'avais tendance au début, mes toutes premières histoires, avant d'être publiées, j'avais toujours parce que j'ai écrit avant la passe miroir, hein. Comme je disais, j'ai écrit une fanfiction. Lorsque je l'ai terminée, j'ai pleuré. J'ai eu une phase de deuil, vraiment. Et mes amis ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais c'est toi qui as écrit l'histoire, elle est toujours en toi, des personnages sont en toi, ils ne sont pas morts, quoi. Vous ne pouvez pas comprendre. Vraiment, ça fait une sensation de cordon ombilical qui est coupé et que, pouf, vraiment, c'est vraiment viscéral. On sent qu'il y aura un avant, un après, et que non, si c'est fini, c'est fini. J'ai écrit une autre histoire avant la passe miroir, qui restera dans les tiroirs, qui s'appelle L'Entremonde. C'était l'époque du Seigneur des Anneaux, qui était sorti au cinéma. Je pense que ça m'a bien influencé, mais bon, moi, c'était pas du tout du Tolkien. Et en fait, pareil, lorsque j'ai terminé l'histoire, j'ai eu un passage à vide terrible. Vraiment, j'étais en deuil. J'ai eu peur pour la passe miroir parce que je me suis dit, là, on est sur un projet qui m'a habité pendant très longtemps, beaucoup plus longtemps que tous les projets qui avaient précédé. J'ai dit, mais là, c'est la dépression qui m'attend. J'ai dit, là, ça va être dur. Pas du tout. Là, il s'est passé quelque chose. Alors, je pense qu'en fait, ça a été différent en ce sens que, par exemple, pour le dernier tome de la passe miroir, je ne spoilerai rien, je parle que de mon état d'esprit, j'ai multiplié les crises d'angoisse. Toute la dernière moitié de ce dernier tome, je faisais des crises d'hypocondrie extrêmement fortes, et j'étais tout le temps chez le médecin, qui me disait « vous allez bien ». Je lui dis non, je suis sûre qu'il y a un problème, on va faire des examens plus poussés. Donc on faisait des examens plus poussés, on voyait qu'il n'y avait pas de problème, ça ne me rassurait jamais.
Et je ne comprenais pas, je me suis dit, mais pourquoi je suis dans cet état d'hypocondrie permanent? Et c'est mon conjoint qui m'a dit, tu ne vois pas le rapport entre le fait que tu es en train de terminer d'écrire cette histoire et ces crises-là? Je suis, non, encore une fois. Hein. Quand je dis non, c'est qu'il y a un grand oui derrière. Et en fait, c'est beaucoup plus tard, c'est après coup que j'ai réalisé qu'il avait absolument raison, en ce sens que je m'étais tellement identifiée à la passe miroir, là, le processus d'identification avait été tellement fort que j'ai nourri la croyance qu'en terminant l'histoire, j'allais mourir. Bon, bah, ce qui a été très rassurant quand j'ai posé le point final de l'épilogue, c'est qu'en fait, j'étais toujours là. Je me suis dit, en fait, non seulement ça va, mais ça va même très bien. Et en fait, j'ai ressenti plutôt une sorte d'énorme soulagement. Et en plus, ce qui a été très particulier par rapport à la passe miroir, et c'est la grande différence avec mes projets précédents, c'est qu'il y a des lecteurs qui se sont tellement emparés de l'univers que je me suis rendu compte que même si moi, je mets un point final à cette histoire-là, mais elle continue d'exister. Les gens continuent de la lire et de la faire vivre. Ils font des fanarts, des fanfictions, ils font des théories encore sur l'univers. Ils vont explorer les zones d'ombre que je n'ai pas forcément développées. Et donc, là, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment de deuil à faire. Qu'en fait, l'histoire n'était pas... D'ailleurs, en fait, pour être tout à fait sincère, mais ne vous emballez pas, moi, quand j'ai terminé le dernier tome, je me suis dit, OK, je termine le cycle de la passe miroir, mais je m'autorise un jour à revenir dans l'univers si je le souhaite. Peut-être pas, ce sera peut-être pas sous cet angle-là, ce sera peut-être pas avec ces personnages-là, mais je me l'autorise. Bon, c'est juste que depuis, j'ai revu un peu ma position parce que il y a eu ces réactions passionnelles qui ont fait que je me suis dit bon, j'ai pris un peu de distance avec la passe miroir. Je vais pas vous mentir, de temps en temps, ça me retravaille. Je dis quand même, c'était bien la passe miroir. Donc, en fait, est-ce que j'ai répondu à la question ? Plus ou moins, plus ou moins. Disons que le rapport aux fins, quoi. Il y a quand même un sentiment d'achèvement, de se dire, bon, le livre, je ne dis pas qu'il est parfait, mais il est achevé, et il y a quelque chose qui fait qu'il est cohérent, qui fait qu'il tient la route, quoi. C'est comme si, quelque part, tout à l'heure je parlais de cordon ombilical, mais j'ai presque envie de dire que c'est une émancipation. L'histoire peut s'émanciper de l'auteur. Et ça, cette sensation-là, en fait, elle est géniale. Je crois qu'il y avait une question devant. Bonjour. Comment est-ce que vous avez appris à écrire ? Ah oui. Alors, à la maternelle, ça commençait. Ne me spoliez pas les questions suivantes. Je ne voulais pas dire ça en vous demandant de poser des questions. Ça a commencé avec les petits cubes. Non, alors je pense que c'est les questions d'écriture romanesque. Je n'ai pas suivi du tout de formation. D'ailleurs, j'aurais pas détesté que ça existe. En fait, à la base, pour être tout à fait sincère, je souhaitais pas spécialement écrire. Moi, ce que je préférais, c'était dessiner. Lorsque j'étais plus jeune, à l'école, au collège, et même jeune adulte, c'est des dessins que je faisais tout le temps. J'étais tout le temps en train de dessiner. Et j'aurais adoré faire de la bande dessinée. Jusqu'à ce que l'évidence se révèle à moi. Je n'étais pas faite pour ça, apparemment, parce que en fait, il y avait un seuil que je n'arrivais pas à dépasser en termes de représentation. Et finalement, c'est l'écriture qui a fini par se substituer. Mais au début, en fait, quand je discute avec d'autres auteurs, je me rends compte que souvent, pour eux, l'écriture, c'est une évidence dès le plus jeune âge. Ils ont une sorte de... Très jeunes, ils savent qu'ils veulent écrire et qu'ils veulent être écrivains. Alors que moi, pas du tout. Moi, en fait, j'étais plutôt une grande rêveuse qui me racontait des histoires, mais dans ma tête, mais des histoires avec des images, surtout plus que des mots. Et j'avais une sorte de cinéma permanent dans la tête. Donc, me raconter des histoires à moi-même, oui, mais de raconter des histoires aux autres, non. Vraiment, ça m'avait pas traversé l'esprit. Ce qui a été pour moi le déclic, ça a été cette amie dont je parlais tout à l'heure, c'était à Nice, quand je faisais mes études à Nice, des études qui n'avaient aucun rapport avec l'écriture. C'est juste que moi, j'avais décidé de faire des études d'espagnol parce que j'aimais bien cette langue, alors que j'étais mauvaise dans cette langue. Mais je la trouvais belle. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de mieux connaître cette culture et cette langue. Et lorsque j'ai fait ces études-là, il y a cette amie-là qui a été absolument persuadée que j'étais faite pour écrire, alors que je n'avais rien écrit et qu'elle n'avait rien lu de moi. Mais elle a dit, toi, tu es faite pour ça. Donc, elle m'a lancé en fait, des petits défis où elle me mettait qu'un titre et je devais écrire l'histoire qui allait avec le titre. Et je me suis prise au jeu. Là, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais
d'ailleurs pas seulement à l'écrit, mais à l'oral aussi, un énorme complexe. J'avais pas beaucoup de vocabulaire. Et d'ailleurs, les conversations, donc, comme je disais, chez moi, je viens d'une famille, que je disais un petit peu, qui est assez pudique, assez châtiée, mais qui est aussi très lettrée. Donc, je me suis rendu compte que en fait, les conversations à table, je ne les comprenais pas. Dès que ça devenait un petit peu, il y avait un peu de débat, un peu de contenu, qu'on parlait philosophie, politique. Moi, j'étais larguée, quoi. Je me dis, je ne comprends pas, ça doit être des questions. Et en fait, j'étais très complexée. Ce qui fait que, alors c'est un peu plus tard, c'est quand j'ai commencé à écrire mon tout premier roman, donc celui dont je parlais tout à l'heure, L'Entremonde. Là, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je fasse un truc avec les mots parce que je me rends compte que je tourne en rond et qu'il y a certainement d'autres façons. Par exemple, je veux dire, allez, le verbe regarder. J'étais toujours là-dessus. Il la regarda. Elle le regarda en retour. Puis il regarda cette. Je me dis, oh là là, il y a peut-être d'autres façons de dire ça. Hein. Là, j'ai ouvert le dictionnaire des synonymes. Puis fait. Là, c'est comme si j'avais ouvert un monde. Hein. J'ai dit, tous ces mots existent. Rien que pour regarder. Et puis là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, il y a énormément de mots comme ça. Du coup, je me suis dit, bon, après, je suis tombée vraiment dans l'extrême inverse. C'est-à-dire, j'ai décidé de mettre des synonymes partout pour ne jamais me répéter. Bon, en fait, la vérité, c'est que la synonymie n'existe pas. Si un mot est différent d'un autre, c'est parce qu'il a un sens légèrement différent. Donc, mais ça, bon, pour moi, au début, non. Je me suis dit, tiens, je ne vais pas dire toujours ascenseur dans la place miroir. De temps en temps, je vais dire monte charge. Donc non, en fait, un ascenseur n'est pas un monte charge. On a fini par me dire, donc Estelle, tu t'en tiens à l'ascenseur, quitte à le répéter plusieurs fois, mais l'ascenseur ne peut pas devenir un monte charge juste 2 pages après. Quoi. Et en fait, c'était ma formation à moi, c'était vraiment les dictionnaires. En fait, d'avoir cette curiosité de tout d'un coup de me dire, tiens, c'est vraiment le dictionnaire des synonymes. Hein. Pour moi, ça a vraiment été ça. Mais toujours après d'aller vérifier, de me dire, ce synonyme-là, qu'est-ce qu'il signifie réellement ? Et est-ce que ça va dans le contexte dans lequel je veux employer ? Sachant que aussi, avec la place miroir, vu que je me suis imposé un petit défi supplémentaire, c'est que comme ça se passe dans un monde qui est un peu daté, je me suis inspirée d'une époque qui n'est pas la nôtre, je me suis dit, mais il y a certains éléments de notre langage qui sont modernes. Et je me suis dit, là, ce mot-là, dans ce contexte-là, n'a absolument aucun sens, parce que d'un point de vue étymologique, ça voudrait dire qu'il maîtrise, on va dire, un certain contexte qui n'est pas du tout le leur. Bon, après, si on pousse très loin ce raisonnement-là, on ne peut pas écrire de la fantaisie. Parce que par exemple, une poubelle, c'est un nom propre à la base, qui est propre à notre monde. Je me souviens qu'à un moment donné, il y a une lectrice qui avait passé vraiment au crible la passe miroir, qui a dit attention, qu'il y a quand même des petites choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, à un moment donné, elle boit une coupe de champagne. Champagne, voilà, à la base, c'est une région française, donc voilà, vous ne pouvez pas en faire un. Je dis oui, enfin bon, s'il vous plaît, quoi. Un peu de marge un petit peu de marge de manœuvre. Mais finalement, ça a été une auto-formation, mais maintenant, je commence à voir qu'il existe des académies d'écriture, de plus en plus, justement, j'en parlais hier avec une amie qui a lancé des sessions en ligne où on peut vraiment, il y a c'est vraiment des formations par rapport à l'écriture et même de l'accompagnement par rapport à l'écriture. Et moi, je me dis, mais c'est génial ça, moi j'aurais adoré. Alors, lorsque j'avais écrit mon tout premier roman avant La Passe Miroir, j'avais cherché en ligne, je cherchais en fait une conseillère littéraire que j'ai trouvée, que j'ai payée très cher, et qui n'a fait que me corriger les fautes de mon texte, qui m'a fait aucun retour sur le style et sur le fond, alors que c'était ça que je recherchais. Je me suis dit non, moi je sentais que j'avais besoin presque d'une figure d'un mentor. J'aurais adoré avoir quelqu'un qui m'enseigne, qui me montre la voie, qui me fasse faire des postures de yoga sous une cascade pour me dire voilà, c'est ça, tu vas atteindre ton éveil intérieur. Et ça m'a un petit peu manqué. Mais au final, je ne regrette pas du tout mon parcours. Je me dis, voilà, pour moi, ça a été beaucoup en fait, en écrivant, et en lisant. Et ça, j'ai un peu de temps pour en parler. Un peu, oui, vas-y. Je veux quand même faire une toute petite mention quand même au rôle qu'a joué Plume d'Argent dans mon parcours. Je vais encore faire la pub de Plume d'Argent, ils vont m'en vouloir parce qu'il y a trop de monde maintenant. Alors, Plume d'Argent, c'est une plateforme d'écriture et de publication d'histoires en ligne que j'ai découvert à l'époque où je venais de commencer La Passe Miroir, donc la toute première version. Et c'était en fait à cette époque-là, Wattpad n'existait pas. Donc je vous parle d'une époque lointaine. Il y avait juste Fiction Presse pour pouvoir mettre en francophonie pour pouvoir mettre ces textes en ligne. Et en fait, c'était juste une grosse base de données. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les échanges, justement, d'avoir des personnes avec qui on puisse échanger sur l'écriture pour s'aider mutuellement et progresser. Et là, j'ai découvert un petit coin de web avec une quarantaine de membres
qui disait écoutez, vous pouvez mettre ici vos histoires en ligne, mais s'il vous plaît, pour tout chapitre que vous mettez en ligne de votre histoire, allez lire et commenter le chapitre de quelqu'un d'autre. Et j'ai adoré cette philosophie, j'ai dit c'est ça que je cherche. Et mes plus gros progrès en écriture, c'est là que je les ai faits. Pas seulement parce que, oui, évidemment, parce que j'ai reçu des commentaires sur mes chapitres avec des personnes qui me disaient écoute, ça fonctionne très bien. Ça, là, tu m'as perdu sur ce passage-là. Où il y a une énorme incohérence, je me suis fait engueuler, mais vraiment engueuler par une lectrice qui m'a dit ah non, ça, c'est pas Thorne. Vraiment, je l'avais choquée. Thorne avait fait un choix à un moment donné. Elle m'a dit ah non, là, tu fais une énorme incohérence par rapport à ton personnage. Bon, elle avait raison. Je me suis évidemment vexée, mais elle avait raison. Et ça, donc, ça m'a énormément aidé. Mais plus encore, ça a été de, moi, lire le texte des autres personnes de façon moins passive qu'avant. C'est-à-dire, là, je me dis, bon, les personnes, je suis quand même censée aussi les aider, donc je dois quelque part me faire le miroir. Je me dis, bon, il faut qu'elle puisse se situer, savoir qu'est-ce qui se passe en moi. Et donc, en fait, c'est extrêmement intéressant quand on analyse, au moment où on lit, de dire, tiens, qu'est-ce que ça produit intérieurement. Je dis, tiens, ce passage, il m'a touché. Tiens, je n'avais pas compris, en fait, ce passage-là, je ne le comprends pas, et du coup, je n'arrive pas à assembler tous les éléments. Tiens, ça m'a inspiré telle question. Tiens, cette phrase-là, c'est bizarre, je la redis plusieurs fois, mais je bute dessus, donc je pense qu'il doit y avoir un problème. Et en fait, c'est énorme, en fait, lorsqu'on commence à faire ces analyses sur le texte des autres, moi, c'est comme ça que je fais les plus gros progrès dans ma propre écriture. Donc vraiment, pour les personnes qui aspirent à écrire, je vous encourage vraiment à faire ce qu'on appelle des bêta-lectures. C'est vraiment extrêmement formateur. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Allez-y. Bonjour. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous faire publier en arrivant avec un projet sur plusieurs tomes, en sachant qu'à l'époque, on ne connaissait pas votre nom. Maintenant, on sait qui vous êtes. Voilà, vous avez un historique, voilà. Mais à l'époque, comment ils ont fait, comment avez-vous réussi en fait à ce qu'ils aient confiance en vous ? Est-ce que vous aviez envoyé votre premier tome déjà tout écrit ou voilà, comment avez-vous fait ? Par rapport à Gallimard ? Oui, par rapport en fait à réussir à faire publier la passe miroir, en fait, le projet de la passe miroir. Alors, c'était en 2012. Je sais que maintenant, c'est plus compliqué. Je pense que j'étais encore dans une époque où c'était peut-être un petit peu plus souple. Maintenant, je sais que le marché est tellement saturé, les éditeurs ils sont tellement envahis d'envois de manuscrits qu'ils sont très frileux sur les séries. Donc, ils préfèrent pour le moment privilégier ce qu'on appelle les one-shots. Vraiment. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai eu cette chance que Gallimard m'ait fait confiance parce que finalement, je leur ai fourni au moment du concours un tome, mais je n'avais pas la suite. Bon, ils n'étaient pas au courant que j'avais tout écrit, mais que j'avais décidé de tout recommencer. Je ne leur ai pas dit, évidemment. Mais à ce moment-là, je n'avais rien du tout. Je n'avais aucun contenu. Et c'est là qu'ils m'ont demandé d'ailleurs le synopsis du deuxième tome. Mais une fois que le premier était sorti. Ils ne m'ont pas demandé ça avant. Donc, ça a quand même été un beau geste de leur part de dire, voilà, on pense qu'elle a les reins suffisamment solides pour aller jusqu'au bout de son projet. Mais c'est quand même un pari de leur part. J'aurais pu céder, craquer au bout d'un moment. D'ailleurs, j'ai failli. Moi, au milieu du deuxième tome, j'ai eu un moment où Gallimard me passait de temps en temps un petit coup de téléphone pour prendre de mes nouvelles et me dire oui, Christelle, sans pression aucune, où en es-tu de l'écriture ? Quand est-ce que tu penses nous remettre le manuscrit du deuxième tome ? Et juste sache que sans pression aucune, plus on attend, plus on perd des lecteurs. Sans pression aucune. Moi, je me suis complètement bloquée à ce moment-là. Je me suis dit, il faut que j'aille plus vite. Et plus je me disais qu'il fallait que j'aille plus vite, plus je suis allée lentement, jusqu'à ce que je m'arrête complètement. Mais là où ça a été vraiment très intelligent de leur part, c'est que quand je leur ai expliqué, là, j'ai vraiment téléphoné, j'étais en panique, j'ai dit, écoutez, j'arrive plus à écrire, je suffoque, j'arrive plus à rien. Ils ont dit, ok, alors on te laisse tranquille. Vraiment, prends une pause. D'ailleurs, on te conseille, fais une pause totale. Oublie ton texte, sors, prends des vacances, change-toi complètement les idées. Si tu te sens le moment venu, reviens sur ton texte. Juste, la seule chose qu'on te demande, c'est que tu nous tiens au courant le moment venu. Mais en attendant, on ne te contacte plus et on te laisse tranquille. Ça a été énorme. Pour moi, ça m'a permis de retrouver une sorte d'espace qui fait que j'ai pu me reposer, me recentrer et revenir à mon rythme dans l'écriture. Mais je pense qu'ils ont dû transpirer un peu à ce moment-là, de se dire, oh là, peut-être que le deuxième tome, il ne sortira pas.
Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, quand je discute avec des auteurs qui ont... il y a beaucoup d'auteurs en fait, qui ont des projets de série. Parce que voilà, ils ont des histoires qui portent sur plusieurs tomes. Ils ne voient pas ces histoires sur un seul tome. Pour eux, c'est une saga, quoi. Il y a vraiment... ils se rendent compte que c'est pas évident d'embarquer un éditeur avec ça. Alors généralement, ce que je leur conseille, c'est de passer par la petite porte. Donc, c'est de commencer avec un roman peut-être plus court. Mais une fois qu'ils ont prouvé à l'éditeur que voilà, ils ont su mener même un projet de A à Z sur un roman court, après, ils peuvent proposer à l'éditeur quelque chose de plus long. Avec plaisir. Bonjour. Qui parle? Je suis devant. Ah oui, là, c'est toi. Bonjour. Alors, déjà, merci beaucoup pour vos travaux, pour vos livres. Et je voulais vous demander, en fait, justement, comment est-ce que vous gérez votre... Je suis désolée, je suis stressée. On est entre nous. Votre gestion par rapport aux personnages, en fait, par rapport au fait que justement ils deviennent entre guillemets des personnages publics, le fait qu'il y ait des gens qui puissent justement faire des théories ou non, qui puissent se les approprier ou non, ou est-ce que vous arrivez justement à avoir du recul là-dessus et à vous dire bon bah maintenant ils sont de notoriété publique et j'ai plus vraiment de main là-dessus, je ne sais pas du coup si je m'exprime clairement. Oh, c'est très clair. C'est très clair. Merci. C'est quelque chose qui me stresse beaucoup avec une amie parce qu'on a un projet et en fait on a très peur justement que les gens s'approprient les personnages et qu'ils vous appartiennent plus. Et de la mauvaise façon en fait, qu'ils se fassent justement des ah mais il est comme ça alors que pas du tout et inversement. Voilà. Merci. Ah oui, alors c'est effectivement quelque chose qui peut arriver et qui va arriver, mais il n'y a aucun problème avec ça en ce qui me concerne. Alors moi, j'ai effectivement des personnes qui ont fait des fan art et des fanfictions avec mes personnages. Les fanfictions, j'en ai relativement peu lu, mais j'ai des amis qui les ont lus et qui m'ont rapporté des choses. J'ai fait mais je me suis dit voilà, il fallait bien que ça arrive. Moi, ça me fait énormément sourire personnellement. Mais ça ne change absolument rien. Comment le dire? C'est comme si, en fait, les personnages... D'ailleurs, en fait, si on va aller jusqu'au bout, le processus de création de personnages, il est extrêmement mystérieux. Parce que c'est quoi, en fait, la relation entre un auteur et le personnage? Ce ne sont pas nos amis. C'est pas vraiment nos enfants. En fait, c'est extrêmement mystérieux. Hein. Moi, je suis toujours dans la question, je n'ai pas de réponse. Je sais juste que c'est une relation qui est très ingrates, en ce sens qu'on est extrêmement conscient d'eux et qu'ils ne sont pas du tout conscients de nous. C'est un peu comme des chats. Et en fait, ces personnages-là, il y a quand même quelque chose qui fait que, d'une certaine façon, ils ont émané de nous. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça pour toi et ton ami, mais c'est un peu comme si on est juste là pour les mettre en forme, les incarner dans une matière, mais c'est comme si en essence, ils existaient indépendamment de nous. Et en fait, l'écriture ou le dessin, c'est juste une façon de les incarner dans une matière. Mais c'est comme si leur âme, elle pouvait s'incarner même de façon extrêmement multiple. Mais vous sentez quand c'est juste et vous sentez quand c'est faux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Même dans l'écriture, moi, ça m'est arrivé, un personnage, j'écris tout d'un coup, je dis non, c'est pas lui. Là, je suis sur une mauvaise route, donc ça sonne faux intérieurement. Et donc, en fait, c'est le personnage qui lui-même... quelque part s'exprime, dit non, moi c'est tant que ça sonne pas juste, c'est que c'est pas moi. Ce personnage-là va être approprié par d'autres personnes, ça peut arriver, mais les personnes en fait s'approprient une projection qu'elles ont du personnage, elles s'approprient pas le personnage même. C'est leur propre version. En fait, c'est dans leur tête. Et donc, je pense qu'il faut un peu lâcher prise par rapport à ça et juste se dire en fait, c'est une relation entre le lecteur et sa perception du personnage. Ça touche pas le personnage même. Et c'est pas grave. Alors, ça m'est arrivé d'intervenir, rarement. Moi, je suis très permissive avec ce qu'on peut faire avec le personnage. Je me dis, à partir du moment où ils sont consentants, oui, parce que voilà, j'ai vu des choses. À partir du moment où ils sont consentants et qu'on ne les met pas dans des situations qui sont vraiment éthiquement réprouvables, moi, il n'y a pas de problème. Je veux dire, tout est possible. Je me dis, pourquoi pas L'idée, ne me dérange pas. Mais ça m'est arrivé, parfois, d'intervenir pour dire, là, s'il vous plaît, faites pas ça.
Parce que là, c'est un peu le cri du cœur de me dire, non, là ce que vous présentez, c'est juste cruel. Bonjour. En fait, dans ma lecture... Ici. Oui. En fait, moi, dans ma lecture du 4e tome, je suis un peu restée sur ma faim parce que l'univers est tellement complexe que j'avais envie d'étaler ça sur un 4e et un 5e tome. Et par exemple, il y avait les arches qu'on ne connaissait pas et tout ça. Et donc, je me demandais s'il y a des aspects de l'univers que vous avez un peu gardés pour vous ou des détails que vous n'avez pas du tout intégrés à la série. C'est exactement la question que mon éditeur m'a posée. Il me dit, Christelle, alors on a bien compris que tu ne voulais pas un 5e tome, mais on suppose qu'il y a quand même des notes, des plans, des dessins. Est-ce qu'on ne ferait pas une encyclopédie? Sauf que je n'ai rien. Tout est dans le texte. Alors effectivement, pourquoi être allé créer 21 arches si c'est pour n'en visiter que 3 et demi au cours des livres? C'est une bonne question que je me suis posée moi-même pour me dire, en fait, c'est un peu comme une histoire qui se déroulerait dans notre monde. On sait qu'il y a d'autres pays qui existent, mais les personnages ne sont pas forcément amenés à tous les visiter. Mais je me rends compte qu'effectivement, dans un univers de fantasy, il y a une sorte de curiosité de se dire, oui, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? C'est quoi ces autres arches qu'on n'a pas vues, ces familles, ces habitants, ces pouvoirs-là? Moi, voilà, je n'ai pas du tout cette curiosité-là. Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu cette curiosité-là au moment d'écrire La Passe Miroir. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais eu l'idée pour l'Arche de Babel d'en faire une arche très cosmopolite, pour me dire, tiens, cette arche-là, ça va vraiment être l'occasion de voir d'autres familles, d'autres pouvoirs à l'action, dans quelque chose de beaucoup plus mélangé. Ça va être un bel aperçu de ce qui peut exister ailleurs. Mais moi, non. Je pense que en tout et pour tout, je dois avoir un fichier avec juste le nom de l'arche, le nom de l'esprit de famille, le nom du pouvoir, c'est tout. Donc, rien que vous ne sachiez déjà, en fait. Mais encore une fois, je ne m'interdis pas, dans un futur hypothétique, d'un jour revenir dans l'univers et de me dire, tiens, ça peut être l'occasion de voir d'autres choses. Mais vraiment, ne vous emballez pas. Hein. Alors, il y a encore beaucoup de questions, je crois, et l'heure tourne aussi. Il y avait la possibilité de faire dédicacer, alors pour ne pas frustrer, peut-être savoir si des gens souhaitaient se faire dédicacer des livres. Oui, donc oula. Un petit peu. Alors, je ne sais pas, Christelle, vu que tu es aussi un peu tenue par le temps, comment est-ce qu'on passe aux dédicaces? Est-ce qu'on continue les questions? Est-ce qu'on fait tout en même temps? Alors, est-ce que c'est jouable de faire un 30 minutes de dédicace? Alors là, c'est jouable si je ne fais que le nom et la signature. Est-ce que ça vous convient? Bon. On peut encore compter 10 minutes et puis après on lance les dédicaces. 10 minutes de questions et on lance les dédicaces. Ok, donc alors, on reprend. Juste alors, Santiago, oui. Je suis désolé de faire le censeur, j'avais encore quelques questions pour vous. Pardon. Eh bien, à toi l'honneur. Mais promis, je vous laisse la parole. Je t'en prie. À la fin de ces questions. Je vais essayer de faire des réponses courtes. Je ne savais pas que je mettais le doigt dans quelque chose comme ça en fait. Juste, on a une question tout à l'heure sur l'adaptation en livre audio de vos œuvres. Et moi, du coup, ça m'a fait penser à la question des adaptations plus générales, parce que c'est très dans l'air du temps en ce moment. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été pensées, des choses en cours, ou est-ce que quelque part, ça vous plairait que la Passe Miroir, ou seulement ici, soit adaptée en BD, en série, pourquoi pas Oui, alors, ce qui est sûr et certain, c'est que la Passe Miroir va être adaptée en bande dessinée. Voilà, ça c'est une certitude. Il y a Vanida, qui est l'autrice des albums Les Valentines, Un petit goût de noisette, Entre ici et ailleurs, enfin, que je vous encourage vraiment à aller voir, qui a jusqu'à présent fait surtout de la BD contemporaine, mais qui voulait se faire un challenge de sortir maintenant, elle voulait autre chose. Et au moment où elle a découvert La Passe Miroir, moi je découvrais ses albums, ça a vraiment été une rencontre croisée, et je me suis dit, j'adorerais qu'elle... Elle s'empare de La Passe Miroir avec son dessin et sa narration à elle. Et voilà, ça s'est fait et c'est complètement dans les tuyaux. Je crois que là, elle est en train de faire sa 230e planche sur 280. Ouais, un truc comme ça. Oui, ça va être. Je parle de BD, mais je pense qu'on peut parler de roman graphique. Un tome de La Passe Miroir, un tome en bande dessinée. Donc, oui, non, ça va être bon jambonneau.
Sachant que voilà, là, je n'ai pas encore confirmation de date de sortie. Au début, on me disait fin 2025, maintenant on me dit début 2026, donc pour le moment, je suis prudente pour la sortie. Mais bon, ça, c'est une certitude pour la bande dessinée. Elle est entre d'excellentes mains et ce sera beau, et ce sera bien, et ça va se faire. Pour l'audiovisuel, il y a eu des contacts qui n'ont pas abouti pour le moment. Alors moi, mon rêve, ce serait l'animation, voilà, parce que voilà, j'ai grandi avec les dessins animés. Les Miyazaki, bon, voilà, j'envoie des ondes au studio Ghibli. Jamais. Bon, Hayao Miyazaki qui n'arrête pas de prendre sa retraite et finalement il ne la prend jamais. Donc je me dis peut-être que voilà, ça pourrait. Je lui envoie des petites ondes. Mais après, il y a des très belles. Là en ce moment, alors je leur envoie des ondes aussi. Ils sont un peu plus proches, donc peut-être que ça peut les attendre. Je pense à ceux qui ont fait Arcane. Voilà, ça parle. Hein. Donc, honnêtement, quand j'ai vu Arcane, j'ai fait « Ah oui !» Alors, je dis, là, la passe miroir avec eux, ça le fait bien. Donc, ça me plairait beaucoup, mais ils ne sont pas au courant. Et j'avais quelques questions juste sur la fantasy, puisque là, on est dans le cadre des rencontres de l'imaginaire et du deuxième temps, qui est plus particulièrement dédié à la fantasy. Et je me disais, vous, quelle a été votre première rencontre avec la fantasy ? À travers quelle œuvre, ou quel auteur, quel illustrateur Alors, c'était quoi ? Je pense, alors, comme je disais tout à l'heure, je suis dans une famille plutôt lettrée, donc énormément de livres dans la maison, des livres d'ailleurs qui sont complètement dans le désordre, ce ne sont pas des bibliothèques bien rangées, c'est vraiment des livres qui se chevauchent les uns les autres. Et je crois qu'en fait, ma toute première rencontre avec la fantasy, c'était ma sœur, ma grande sœur, qui m'a dit, tu sais qu'il existe des livres où il y a des personnages qui cohabitent avec des dragons, qui sont capables de télépathie. J'ai fait, oh, ça existe ça ? Je dis, mais pourquoi c'est pas les livres que je lis quoi ? Et j'ai fini par tomber dans la bibliothèque, Le vol du dragon de Anne McCaffrey. Je me suis pas trompée ? C'est très ancien dans mon souvenir, hein, donc j'espère que je fais pas de bêtises. Et là, en fait, pour moi, je crois que c'était ma première rencontre avec la fantasy. J'ai fait, c'est possible d'écrire ça ? J'ai dit, mais où étiez-vous les livres jusqu'à présent ? Donc ça a été une rencontre totale. Alors je me suis procuré depuis le cycle parce que moi je pensais que c'était juste une histoire unique. Maintenant j'ai appris que ça faisait partie d'un énorme cycle que j'ai voulu commencer depuis le début et en fait j'ai eu la mauvaise idée de m'acheter la grosse édition qui fait qu'en fait elle est beaucoup trop lourde, écrite beaucoup trop petite pour moi. Mais voilà, ça a été c'est un rêve quoi, de me dire il faudrait que je la refasse depuis le début. Donc il y a eu ça et il y a eu les Dames du Lac. Alors, je ne sais pas si vraiment de la fantaisie, parce que c'est plutôt du fantastique. Voilà. Je ne sais pas si vous faites la différence entre fantasy, fantastique. Oui, parce que c'est vrai que... Alors, on ne s'entend pas forcément déjà nous-mêmes entre nous, parce que... Oui, c'est voilà, sujet à débat, on va dire. C'est un sujet à débat. Alors moi, jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que la fantaisie, c'était vraiment en fait dans un monde qui n'était pas le nôtre, tout simplement. C'est une réalité qui pourrait beaucoup ressembler à la nôtre, mais qui n'est pas la nôtre, et avec généralement des éléments, j'allais dire même pas forcément, j'allais dire des éléments de magie, mais je connais des auteurs qui écrivent un monde qui ressemble au nôtre, qui n'est pas le nôtre. Il n'y a aucune magie dans leur monde. C'est juste de la géopolitique qui est différente de la nôtre. Donc, et le fantastique, c'est notre réalité où il y a des éléments de surprise, des éléments surnaturels qui peuvent provoquer un peu la surprise des personnages, de se dire, oh là, d'où ça sort ça ? Bon, les Dames du Lac, c'est comme ça se passe dans notre réalité historique, c'est quelque chose d'un petit peu plus fantastique que fantasy, mais pour moi, ça a été aussi... Alors moi, je suis tombée amoureuse de Morgane. Hein. D'ailleurs, la première fois que j'ai eu mon chat à moi, c'était Morgane, son nom, Morgane Naffé. Elle n'a jamais répondu à son nom, c'est Momo. Mais J'avais encore d'autres questions, mais vu que le public en a beaucoup, je vais faire très vite. Et je vous proposais juste de finir par un petit portrait chinois à base de questions, si ça vous convient. Alors, c'est un portrait chinois, c'est-à-dire par exemple, si vous étiez un personnage d'un de vos romans. Un de mes romans ? Oui. Alors, on pourrait penser Ophélie, mais c'est Farouk. J'ai une très mauvaise mémoire. Si vous étiez un personnage de fantasy en général, quel que soit le support. Fantasy, forcément ? Oui. On va contraindre un peu les réponses. Ah là là là. Ah, mais c'est... Oh, c'est horrible. Il aurait fallu me préparer les questions avant. Ça. J'aurais dû y penser. Ah, fantasy. Dans le Trône de Fer, désolé, je n'ai pas la mémoire de nom. Brienne, c'est mon modèle absolu. Moi, je voulais être chevalière à la base, donc voilà, pour moi, c'est l'incarnation parfaite. Est-ce qu'il y a un roman de fantasy que vous auriez aimé écrire ?
Le vol du dragon, c'était pas mal. Hein. Et un film de fantasy que vous aimez particulièrement? Alors, animation ou prise de vue réelle, ce que tout est vous voulez. possible. Ah bah alors si tout est possible, Arcane. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Mais j'imagine que oui encore. Oui, il y en avait encore. Allez. Bonjour, merci. Alors, juste pour vous dire, j'ai découvert La Passe Miroir après avoir adoré adolescente J.K. Rowling, Philippe Pullman, que je sais que vous avez lu. J'en profite pour faire votre pub parce qu'il y a eu des questions, vous n'en avez pas parlé, mais le livre audio Et l'imagination prend feu, où vous racontez comment votre process d'écriture est absolument génial entre votre écriture et la narratrice. C'était une super osmose et j'ai adoré. Donc ceux qui sont intéressés, lisez-le. Et en audio, je vous le recommande parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Et pour tous les lecteurs, je suis sûre, qui ont une réaction passionnelle à vos romans, je suis sûre qu'il y en a plein qui disent rien, mais qui ont adoré vos romans, peu importe la fin. Donc merci pour ça. Vous m'avez fait redécouvrir au final le plaisir de lire de la fantaisie après des années. Donc merci pour ça. Quel serait, donc vous en avez déjà un peu mentionné, peut-être Le Vol du Dragon, quel serait votre top 3 qui vous a particulièrement marqué? Parce que j'ai toujours peur de me replonger dans un livre et de me dire ah bah non, ça me correspond pas et j'accroche pas. Et peut-être du coup qu'avec ce que vous avez apprécié, je redécouvrirai des auteurs qui me feront le même effet. Donc grosse responsabilité. J'aurais dû préparer à l'avance. Le top 3 de lectures que moi je recommande? Oui. Alors, encore une fois, j'ai une très mauvaise mémoire, donc bon, alors forcément, évidemment, je ne peux que recommander La Croisée des mondes de Philippe Pullman parce que vraiment, voilà, ça, c'est mes lectures, une de mes lectures phares, qui a d'ailleurs qui s'inscrit dans une autre trilogie qui commence par un préquel de La Croisée des mondes et puis le deuxième tome se passe 10 ans après, donc j'attends le troisième tome avec beaucoup d'impatience. Donc ça c'est pour Philippe Pullman. Je voudrais citer vraiment une autrice que j'adore, une autrice française, c'est Carole Trébor. Et de façon générale, toute son œuvre. Moi j'ai découvert avec Nina Volkovitch, j'ai adoré. Donc voilà, je pense une pensée très très forte pour elle. Et plus récemment, il y en a beaucoup en fait. 3 c'est pas assez. Bon. Je vais citer Margot Dessen avec Absolu qui m'a bien embarquée aussi. Voilà. J'ai une petite pensée pour elle aussi parce qu'elle a fait un travail assez remarquable avec Absolu. Voilà, avec plaisir. Je crois qu'il y avait une question par là. Bonjour, je voulais juste savoir du coup où est-ce qu'on pouvait se procurer la fanfiction sur le préquel là. Ah oui, pas la mienne, ouais, ça va. Eh ben, je pense qu'elle est sur Wattpad. Et c'est là que ce serait bien que je connaisse ce titre. Je suis désolée. Je vous ai dit que j'étais comme Farouk. Parce que je me souviens bien de l'histoire, mais je ne me souviens pas du titre. Donc, mais bon, peut-être qu'en tapant des mots-clés pour en mettant préquel, passe miroir, je crois que c'est 50 ans avant les événements de la passe miroir, je suis pratiquement sûre qu'elle est sur Wattpad. Et il y a aussi Le périple de Thorn de Dorlote la souris, où elle réécrit la passe miroir, mais du point de vue de Thorn, et en particulier les événements qui se sont déroulés entre le tome 2 et le tome 3. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Personnellement, j'ai fini de lire Nous hier. Ah oui. Je ne ferai pas de spoil, j'ai juste une question à vous poser. Quel est votre rapport par rapport aux fins ouvertes? Pas sur vos livres à vous, mais sur les autres. Voilà, c'est la question que ça m'a inspirée. Oui, alors en fait, c'est plutôt quel est mon rapport aux fins fermées. Je n'aime pas les fins trop fermées. En fait, j'adore laisser une porte ouverte pour me dire non seulement ça laisse la possibilité aux personnages de pouvoir continuer une fois que moi j'ai terminé de les suivre. C'est à leur tour après de continuer de leur côté. Et aussi aux lecteurs. J'aime beaucoup le fait de leur envoyer la balle et dire hop, à votre tour. Bon, bah ça c'est plus ou moins bien vécu. Voilà, il y en a qui disent qu'est-ce que je fais de ça maintenant? C'est votre boulot à vous, l'auteur, de me dire comment se termine réellement l'histoire. Et il y en a qui aiment savoir qu'ils peuvent se raconter après la suite de leur côté. Mais voilà, les fins fermées, c'est pas du tout fait pour moi.
Bonjour. Du coup, je voulais demander. Alors, j'avoue que je n'ai lu que La Passe Miroir, mais je voulais demander quel est votre rapport sur l'écriture des histoires d'amour dans vos romans. Oui. C'est pas de la petite question. Hein. Vous avez 5 minutes. Alors, en fait, j'adore l'histoire d'amour, mais pas forcément dans le sens où c'est entendu généralement. C'est-à-dire que généralement, on pense à romance. Et moi, généralement, les romances, ça sont souvent des codes qui ne me conviennent pas. Moi, généralement, ça... J'aime bien jouer avec les codes pour mieux, après... Je dis, vous croyez qu'on va faire un triangle amoureux ? Ben non. Je pars dans une autre direction. Mais l'amour est extrêmement essentiel. J'adore les histoires d'amour, mais non conventionnelles, de préférence. Et aussi, un aspect important, c'est amour... Déjà pas forcément romantique, donc ça peut être aussi juste des relations d'amitié ou des liens familiaux entre les personnages, donc vraiment amour au sens vaste. Et je ne rentre pas dans l'intimité de mes personnages, donc voilà, vous ne me surprendrez pas en train de dévoiler ce qui se passe dans leur intimité, dans leur vie sexuelle notamment, ça les regarde eux. Voilà. Peut-être une dernière question. Oui. Bonjour. Ma question, c'est à propos du passe miroir et vous avez parlé de la publication à l'international. Je me demandais s'il y avait eu des réactions différentes avec le public étranger par rapport au public français. Ah, c'est une belle question. Alors, à l'international, c'est vrai que ça fait très prestigieux, qu'on s'est dit ainsi, parce qu'effectivement, la passe miroir a été plutôt bien traduite et bien diffusée à l'international. Bon, dans les faits, les ventes n'ont pas été excellentes forcément partout. Hein. Il y a des endroits où j'ai fait des flops, on peut le dire. Mais il y a des endroits où... j'ai une pensée très particulière pour la communauté italienne. Ce sont des fans, mais vraiment au sens fanatique, hein, j'ai envie de dire. Ils sont extrêmement... déjà, je trouvais qu'en France, il y avait déjà pas mal de passion, mais là, on est un cran au-dessus avec eux. Et d'ailleurs, il y a toute une communauté d'artistes italiennes, je mets féminin parce que c'est surtout des femmes, qui ont fait des fan art incroyables de Ophélie et Thorne. Moi, j'ai dit, waouh, c'est bluffant. Donc il y a une très belle communauté, mais alors la première fois que je suis allée en Italie pour faire des dédicaces, une grande partie de mes lecteurs c'était cosplayer dans mes personnages. Donc j'ai eu Ophélie, j'ai eu Farouk, j'ai eu Archibald. Curieusement, j'ai pas vu beaucoup de Thorne, mais c'était troublant, quoi. J'ai vu mes propres personnages venir à moi, quoi. En Allemagne, je sais que ça a très bien marché, la passe miroir, mais là j'ai eu moins d'écho. Peut-être qu'ils m'ont moins tagué. Et ça a quand même aussi en langue anglaise. Ça a été plus progressif, mais ça a plutôt bien fait son chemin aussi, donc à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis, de temps en temps. Alors il paraît que sur TikTok, il y a un peu plus de contenu, mais comme je ne vais pas sur TikTok, je ne suis pas très au courant. D'ailleurs, au début, je pensais que c'était une marque de chocolat. Et... en fait, là où c'était très parlant pour moi, c'est quand il y a eu la sortie du tome 4. Vous voyez qu'on a parlé des vagues du Covid. Ben moi, j'ai eu les vagues du tome 4. C'est-à-dire, il y a d'abord eu la vague de sortie du tome 4 en France, avec « Ouah, nana, c'est quoi cette fin ?» Puis après, ça a été traduit en anglais. « Ah, c'est quoi cette fin ?» Puis en Italie, et en fait, j'avais des vagues. Dès que ça se calmait un petit peu quelque part, je me disais, ça y est, la vague est passée. Bah, c'était traduit dans une autre langue. Et là, j'avais des élans, des messages. Là, les lecteurs, ils me contactaient. Donc, j'ai dit, ah oui, bon, maintenant, ça s'est bien calmé depuis. Mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, comme c'est unanime, quoi. Là, vraiment, quel que soit le pays, les réactions, elles sont toujours aussi fortes. Je dis, cette fin, vraiment, apparemment, elle est bousculante. Ce qui est très marrant, encore une fois, je ne spoilerai pas. Mais parce que moi, quand je l'ai écrit, cet épilogue, c'était très joyeux intérieurement. Pour moi, je me suis dit, mais voilà, c'est une belle fin, joyeuse, lumineuse. C'est bizarre, le malentendu. Je me suis dit, en plus, je pensais que quand j'écris la fin, je me suis dit, Christelle, tu essaies d'être subtile, mais tu n'es pas subtile du tout. Évidemment que les lecteurs voient exactement où tu vas en venir, quoi. Apparemment, il y a un grand malentendu entre vous et moi, mais voilà, pour moi, il n'y avait pas tellement d'ambiguïté en fait dans la fin. Voilà. Mais bon, là, pour répondre à la question,
je suis un peu moins connectée forcément, et moi-même je ne suis pas du tout bilingue. Donc là maintenant j'essaie des efforts dans ma communication, d'être un peu plus... je me fais aider pour traduire mes posts en langue anglaise pour que plus de personnes puissent accéder au contenu. Mais voilà, c'est très récemment que je commence un petit peu à être un peu plus en relation avec les lectorats des autres pays. Alors, il est... Pardon. Non, je ne voulais pas couper. Il est 12h. On prend peut-être une toute petite question qui est la dernière. Et après, on vous propose d'aller à l'extérieur où il y a une table installée pour la signature. Okay. Donc, ça sera la dernière question. Désolé pour les autres, mais le temps file. Bonjour, merci. Petite question. Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire quelque chose ? Il n'y a pas de pression. Oh, c'est tellement délicat. Mais voilà. Je suis toujours en train d'écrire quelque chose. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Maintenant, la question est qu'est-ce que je vais en faire, où je vais, mais ça, c'est toujours comme ça. Hein. Donc, et en plus, généralement, je suis une tombe sur ce que je fais. Même mon éditeur n'est pas au courant. Donc, mais je suis toujours en train d'écrire quelque chose. Sachez-le. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous. Et merci d'avoir bien voulu le prolonger un peu pour la séance de dédicace. C'est vraiment très gentil. Je pense que avec plaisir. Mais c'est moi qui vous remercie. Et bonne continuation pour la sortie de nous, du coup. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être venus.